Salut les sportifs, ravi de vous retrouver ici à Saint-Quentin au stade Marcel Bienfait sur ma télé pour parler rugby, mais aussi pour parler Jeux Olympiques avec le jour J-400. Les Jeux Olympiques et le fameux passage de la flamme olympique prévu à Saint-Quentin. Maintenant c'est officiel, vous le savez, le 17 juillet 2024. Ce sera un moment historique, mais historique c'est un mot que l'on peut employer pour qualifier justement le RCSQ, le Racing Club Saint-Quentin, le club de rugby dont le président Cédric Stenkest est notre invité. Bonjour Cédric. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Alors on ne se trompe pas, c'est un club historique, un club centenaire, il y en a peu dans les Hauts-de-France. Eh oui, le rugby en France, ça date des années 1900, vraiment le début du XXe siècle, avec le premier club de rugby qui a été créé en France, et c'est le club du Havre, le plus ancien club français. Nous, Saint-Quentin, 120 ans bientôt, donc centenaire un peu plus. C'est une longue vie et on espère bien sûr que ça va encore durer, parce que le rugby, même si on n'est pas une terre de rugby ici dans le nord de la France, eh ben on se décarcasse tous les jours pour faire vivre notre passion. Oui, faire vivre votre passion avec un certain dynamisme, les jeunes, vous essayez de faire redémarrer une équipe féminine, on va en parler, et puis toute l'activité qu'il y a autour d'un club de rugby, et puis ce magnifique bus à vos couleurs. Alors ça c'est exceptionnel. Eh oui, on n'est pas nombreux les clubs, à part les clubs professionnels du Sud ou de Paris qui ont leur bus à leur couleur. Nous, on s'est lancé cette année, c'était notre grosse opération communication sur le Saint-Quentinois et sur l'agglomération. Pour promouvoir le club, on a quand même assez peu d'éducateurs et assez peu, on est un club quand même de 130 licenciés, et pour pouvoir se démultiplier, il faut aller dans les écoles, il faut aller dans les centres de loisirs, etc. Mais on est tous bénévoles et le temps nous manque. Donc cette année, on a fait une grosse opération communication, on a fait ce superbe bus à nos couleurs qui sillonne toutes les rues et les routes du Saint-Quentinois. C'est itinérante, hein, mine de rien. Eh oui. Vous allez faire des jaloux, hein. Je connais des clubs à des échelons supérieurs qui n'ont pas ce type de véhicule. On a déjà des présidents de clubs professionnels qui se sont renseignés pour savoir comment un club amateur comme nous on a pu faire pour pouvoir avoir ce joli jouet. Voilà une belle manière d'attirer l'attention. Alors avant de parler du présent de Saint-Quentin, si vous voulez bien, on va se tourner vers le passé. On va regarder quelques images qui vont retracer l'histoire, autant le dire tout de suite, un peu tourmentée du RCSQ depuis 1907. C'est parti. Au début du XXe siècle, au début des années 1900, le rugby était pratiqué au sein d'une association qui était multisport. Le rugby est devenu un peu indépendant dans cette organisation. Et puis la guerre venue, les choses se sont calmées. Je parle de la Première Guerre. Et puis après, idem pour jusque la guerre 40. Où là, ils ont joué comme ils le pouvaient, notamment au cimetière, près du cimetière Saint-Jean, à l'entrée du quartier de l'Europe. Le stade était là-bas et ils jouaient là-bas. Avec des anciens comme monsieur Richard, père, qui porte le nom de la base nautique, le père d'Alain Richard, qui était capitaine de l'équipe. Et ça remonte bien sûr avant la guerre 40. Après la guerre, tout s'est reconstruit autour d'une équipe des cheminots à Gauchy. Et là, ils ont bénéficié d'un terrain à l'usine Rode-Poulain qui existait. Il y avait la piscine de la Viette, il y avait le terrain de rugby qui était au bord de la piscine. Malheureusement, l'usine s'est agrandie, le terrain de rugby a été détruit. Et moi, j'ai connu l'entraînement sur l'ancien terrain de foot. Et on faisait les matchs dans une pâture à Homblières. Quand je dis une pâture, c'est réellement une pâture, légèrement en pente, fréquentée par des bovins la semaine. Et nous arrivions le samedi matin ou le dimanche matin pour mettre les poteaux, tracer le terrain et retirer les quelques déchets qu'avaient déposés les vaches. Voilà, ça c'était une époque. Et le pire, nous avions un vestiaire dans un appentis du bistrot du coin à Homblières, avec une bassine d'eau froide, grande, pas une petite, où nous pouvions nous nettoyer après le match. Et puis après, nous sommes arrivés ici, qui n'était pas aménagé comme ça, à Marcel Bienfait, qui s'appelait le Stade Ribaudois. Ça, c'était saison 70, à peu près, 69-70.
Et l'année suivante, chamboulement dans l'organisation, arrivée d'Alain Richard, encadré de M. Buisset, Jacques Buisset, le trésorier, et surtout du secrétaire général Georges Deldrieux, un ancien joueur du club. Voilà. Et là, Alain Richard a repris les choses en main, il a recréé, restructuré, et puis la belle aventure, quoi. Quelques années plus tard, nous étions demi-finalistes du championnat de France. Il s'est passé des choses après, bien sûr, très, très importantes. Donc nous avons été 2 fois champions des Flandres, du comité des Flandres. L'équipe l'a été après avec les entraîneurs Éric Saleil et Pascal Ricci, qui entraînaient tous les deux. Ils ont réussi cet exploit dans les années 90, et c'était très bien. En résumé, le RCSQ, c'est un club donc, qui date, qui a plus d'un siècle, avec des dirigeants toujours performants qui ont aidé, qui ont essayé de faire, mais dans une région où le rugby a du mal et a toujours du mal à s'implanter. Pierre Villepreux, qui a été l'entraîneur de l'équipe de France, mais qui a surtout été le capitaine et le meilleur arrière du monde à l'époque, a dit un jour, dans une équipe de rugby, il n'y a pas de passagers, il n'y a qu'un équipage. Et je crois qu'on résume tout ça. Tout le monde participe, tout le monde fait, et c'est vraiment un esprit d'équipe. Cédric, voilà une grande histoire, la grande histoire du RCSQ, dont vous êtes un peu l'héritier aujourd'hui. Ça met un peu la pression quand même quand on voit tout ce qui s'est passé à Saint-Quentin en termes de rugby. Non, on est là pour faire suivre le flambeau. On parle de flamme olympique tout à l'heure, mais voilà, nous on est là pour poursuivre l'histoire du club. Tous les anciens qui nous ont précédés ont écrit à leur manière et chacun à la suite une petite partie de l'histoire du club, et nous, c'est une autre petite partie, et il y en aura d'autres derrière nous. Forcément la vie change, c'est plus le même rugby que dans les années 50 ou dans les années 30. Aujourd'hui c'est un peu différent, c'est plus les mêmes attentes non plus côté pardon, je vous coupe, mais on a vu les images là, en termes d'équipement, ça n'a plus rien à voir. Là vous êtes vraiment chez vous ici au stade Marcel Bienfait. C'est ça, le rugby dans sa création. Alors on parlait même pas de club au départ en 1907, vous avez vu dans le reportage, on parlait simplement de manipulation de ballon, Ce sont les Anglais quand ils sont arrivés sur Saint-Quentin avec leurs balles de coton pour filer le coton ici dans les manufactures de textiles à Saint-Quentin, qui ont commencé à jouer au rugby. On jouait au rugby. C'était un jeu. C'est ça, on jouait déjà au rugby en Angleterre dans les années 1830. Et il a fallu attendre fin 1800, 1890, 1900 pour voir les premiers clubs de rugby émerger en France. Et ce sont les Anglais qui ont amené ce ballon ovale à Saint-Quentin, et depuis, on joue au rugby à Saint-Quentin. Vous êtes président depuis quand, Cédric? Alors moi, j'entame ma 8e année. Vous êtes encore là pour un petit moment alors? Peut-être, ou pas. C'est pas simple d'être président. Ah non, c'est pas simple. Il y a très peu de monde qui veut la place en plus. Donc, mais bon, malgré tout ça. Mais c'est une joie. J'entends dans votre propos, vous dites nous. Ça veut dire que vous travaillez en équipe, évidemment. C'est une équipe. Le président par lui-même ne peut absolument pas gérer le club tout seul. Donc c'est vraiment une équipe de dirigeants, c'est une équipe d'éducateurs, c'est beaucoup de bénévoles. Et sans tout ce monde-là, on a beau avoir les joueurs, ça ne fonctionnerait pas. Alors, cette année, c'est une année particulière parce qu'il y a la Coupe du Monde de rugby en France. On parle de Jeux Olympiques, mais avant, il y a un autre événement qui arrive. Du 8 septembre au 28 octobre, la fameuse Coupe du Monde de rugby très attendue, j'imagine, par vous aussi, par Saint-Quentin, par tous les rugbyman du secteur. Par tous les rugbyman de France et du monde. Coupe du Monde de rugby, comme tous les 4 ans, c'est une grosse émulation. C'est un peu moins... Il y a un peu moins de droits télé, donc on les voit un peu moins sur la télé, les rugbyman. Mais quand la France joue, et en plus on a la chance d'avoir une équipe de France au top cette année, qui va rivaliser avec les meilleurs mondiaux, et notamment les Australiens, les Sud-Africains et la Nouvelle-Zélande, avec un match d'ouverture le 8 septembre, un France-Nouvelle-Zélande au Stade de France. Les All Blacks contre les Français d'entrée. Oui. Et quel choc. On attend cette ouverture avec grande impatience. Nous, on parle rugbyman, on parlera JO
par la suite forcément, mais nous c'est le gros événement de l'année et on essaiera forcément de faire à Saint-Quentin toutes les animations rugby autour de Exactement, cette Coupe du c'est ce Monde. que j'allais vous demander. Vous allez forcément faire vivre l'événement à Saint-Quentin, vous, club de rugby, mais toute la ville avec vous. Tout à fait, on a pas mal de manifestations prévues en ville pendant ce mois et demi de compétition et on est en train de regarder également pour faire des grosses retransmissions de matchs d'équipe de France ici au Stade Bienfait, au sein de nos infrastructures, pour attirer le plus de monde possible sur notre sport, sur notre complexe. On a un superbe complexe ici à Marcel Bienfait, il faut absolument qu'on s'en serve pour promouvoir notre sport. Voilà qui augure d'une belle saison à venir parce que la saison, voilà, elle est écoulée, hein, l'exercice dernier est fini. Un petit bilan vite fait. Alors, un bilan très positif, on ne s'attendait pas du tout à ça en fait, on pensait que ça allait être une saison charnière, finalement on a nos seniors qui terminent 3e de leur championnat, qui vont en 32e de finale de championnat de France, et nos jeunes qui ont cartonné cette année, on a nos moins de 14, nos 2 équipes de moins de 14 qui terminent en finale régionale, nos cadets qui finissent en vice-champion de régional également, et notre équipe junior qui sont champions des Hauts-de-France de rugby à 15, champions des Hauts-de-France de rugby à 7, et qui le week-end dernier était à s'insérer du côté de Brive-la-Gaillarde pour jouer les France, la finale du France du Seven, et qui termine 3e. Gros parcours et qui ont battu des équipes comme Nantes, comme Rennes, de gros centres de formation. Et là, c'est vraiment la grosse fierté et puis la très grosse surprise dans cette fin de saison qui nous mettent des étoiles plein les yeux. J'allais le dire, ça se voit à votre regard, hein. Vous pétillez de plaisir avec ces jeunes qui font briller le club. C'est une vraie satisfaction. Ça. C'est une très très grosse satisfaction et on a un potentiel énorme chez ces jeunes-là et on n'a qu'une hâte, c'est qu'ils viennent grossir l'effectif des seniors pour pouvoir monter en puissance aussi avec ces seniors et avec les jeunes. On voit ça dans les autres équipes, même l'équipe de France, c'est les jeunes qui ont poussé un peu les vieux vers la sortie. Dans chaque club, c'est pareil. Et quand on a une génération comme ça de futurs champions, on peut être que ravis, quoi. Le RCSQ est un très vieux club, mais il est vraiment en pleine forme. La vitalité d'un club se mesure aussi par son animation, son ambiance, et pour ça, il faut un clubhouse. Et à Saint-Quentin, Cédric, vous avez ce qu'il faut, vous avez un bel outil. On a la chance effectivement d'avoir des infrastructures exceptionnelles fournies par la ville. On a des terrains, des vestiaires, vraiment toutes les infrastructures nécessaires pour la bonne pratique du rugby. C'est pas partout le cas dans toute la région et partout dans tous les clubs, hein. On voyage également beaucoup au rugby et nos équipes sillonnent le nord de France et on peut dire qu'on est très bien lotis. Ensuite, effectivement, il y a la particularité du rugby, c'est qu'il y a une mi-temps. Il y a une deuxième mi-temps et il y a surtout aussi la troisième mi-temps. La troisième mi-temps, qu'est-ce qu'on peut en parler de la troisième mi-temps? Elle fait souvent beaucoup de bruit. C'est justifié? C'est là où on fait le plus de bruit. En fait, le rugby est un sport tellement intense où 2 équipes s'affrontent sur le terrain. C'est un sport de combat, hein. Le rugby est catégorisé dans les sports de combat, donc on parle pas de violence du tout, mais c'est un sport engagé, 2 équipes qui vont au charbon, comme on dit, sur le terrain, et ensuite se serrent la main à la fin du match, et après la douche se retrouvent tous au clubhouse pour fêter la victoire, refaire le match, parler de la défaite forcément pour les vaincus, mais pour aussi retracer l'histoire du club, pour boire ce petit verre d'amitié aussi avec les anciens du club qui reviennent voir les matchs. C'est une forme de communion, relâchement général après l'effort, le réconfort. Exactement, et le clubhouse, c'est la maison du rugby. Alors c'est une maison où il se passe plein de choses, hein. Il y a une vraie vie. Avant d'en reparler, je vous propose de voir quelques images qui vont bien illustrer votre propos. On a coutume de dire que le rugby, c'est une grande famille. Et comme toute famille, il faut une maison. Et le clubhouse, c'est la maison de cette grande famille du rugby. Partout et à Saint-Quentin en particulier. On y retrouve beaucoup de choses parce que le clubhouse, il sert par exemple pour les petites écoles de rugby qui prennent leur goûter après les entraînements. Il sert pour faire les réunions des dirigeants, il sert pour regarder des retransmissions de matchs, il sert bien sûr pour consommer avec modération quelques boissons après les entraînements et les fameuses troisième mi-temps où l'on se rencontre, hein, puisque le rugby c'est un sport où l'on ne se croise pas comme d'autres sports, mais où on se rencontre. Non, c'est pas une légende. Ce qui n'est pas une légende, c'est que les joueurs qui se sont affrontés sur le prêt, parfois de façon assez soutenue, 10 minutes après la fin du match, se retrouvent ensemble, trinquent ensemble, chantent ensemble, parfois. Non, c'est pas une légende, ça.
On a quelques photos d'anciens joueurs malheureusement disparus. Hein, là, par exemple, vous avez notre ami Nina qui nous a quittés il y a quelques années. Donc ça fait partie des valeurs de rugby aussi de se souvenir de tous ceux qui ont pu apporter au club. Sans bénévoles, il n'y a pas de clubhouse qui fonctionne. Sans bénévoles, il n'y a pas de club tout court qui fonctionne. Ça fait une vingtaine d'années que je suis bénévole dans ce club. C'est important parce que justement, j'y retrouve cette solidarité, cette amitié. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est intergénérationnel. Je ne suis plus de la première jeunesse, mais il n'y a pas de différence. Hein. On va avoir un joueur qui a 18 ans, qui a 20 ans. Bon, on va discuter avec lui, on va boire un coup avec lui sans problème, quoi. Un club de rugby ne peut pas se concevoir sans son club house. Ça serait Juliette sans son Roméo ou Milan sans Remo. On vient de le voir, il s'en passe des choses au Clubhouse et il va encore s'en passer. On a parlé il y a quelques minutes de la Coupe du Monde de rugby. Bien sûr que ça va être aussi un lieu qui, quelque part, va accueillir la Coupe du Monde de rugby. Bien sûr. Alors, on ne pourra pas retransmettre tous les matchs de la Coupe du Monde sur grand écran, mais le Clubhouse restera le lieu de partage de cette Coupe du Monde entre rugbyman, où on pourra également inviter nos sponsors pour regarder les matchs sur grand écran à la télévision. Hein, c'est une retransmission. Mais le Clubhouse, comme on l'a dit, c'est aussi le lieu de rencontre, le lieu de réunion pour nos dirigeants, pour les élus départementaux, etc. C'est aussi là où les petits de l'école de rugby prennent à goûter après chaque entraînement, et donc ils apprennent cette troisième mi-temps déjà très petit. C'est une culture finalement. C'est une culture, ça fait partie du rugby. Oui, oui, un club de rugby sans clubhouse, c'est pas possible, hein, de toute façon. Là vraiment, on voit dans beaucoup de sports, il y a des clubhouse un peu partout, mais au rugby, c'est indispensable. Et les clubs qui n'ont pas cette chance, comme nous à Saint-Quentin, d'avoir de telles infrastructures, ils ont quand même leur petite buvette portative qu'ils mettent au coin du terrain pour pouvoir faire leur troisième mi-temps. Donc ça reste une institution, Clubhouse. Alors, il y a quelque temps, vous avez eu un visiteur de choix au Clubhouse, hein, un ex-international que vous appréciez particulièrement, Philippe Sella. 3/4 centre historique du rugby français. Ça vous a fait quoi de le voir? Oui, alors on a eu la chance, moi, depuis cette année de présidence, de faire venir 2 internationaux. On a eu Vincent Clerc, il y a 4 ans, qui est venu faire un entraînement avec nos jeunes pousses. Et l'année dernière, on a eu effectivement Philippe Sella. Philippe Sella, international rugby du club d'Agen, ambassadeur du club d'Agen. Et Agen, avec qui on a fait un partenariat ici à Saint-Quentin, le club d'Agen, club de Pro D2, un partenariat qui va, on l'espère, nous amener beaucoup et amener beaucoup pour nos jeunes surtout. Alors, on va y venir dans quelques secondes, mais reparlons un peu de Sella parce que c'était un vrai moment de plaisir. Alors, Philippe Sella, il a rayonné, c'est même lui qui demande à revenir aujourd'hui sur Saint-Quentin, tellement l'accueil a été extraordinaire ce jour-là. L'accueil qu'il a ressenti du Jean du Nord, vous vous souvenez du film Bienvenue chez les Ch'tis, on brille 2 fois quand on vient dans le Nord, une fois quand on arrive, une fois quand on repart. Et là, il a vraiment pris la mesure de cette phrase. Il a été subjugué par l'accueil reçu, et nous, c'est des générations de rugbyman qui l'ont accueilli ici, parce que Philippe Sella, voilà, c'est l'étoile du rugby français. Une des grandes étoiles. Une des grandes étoiles. Aujourd'hui, on a des jeunes qui poussent au niveau de l'équipe de France, mais qui n'ont pas encore le palmarès que Philippe Sella a pu avoir. Et tout l'aura qu'il a apporté autour du rugby français et qui continue d'apporter, parce qu'il continue il rend ses bien missions, au rugby ce que le rugby lui a apporté. Exactement, oui. Alors, plus qu'un long discours, on va regarder les images de Philippe Sella ici au stade Marcel Bienfait à Saint-Quentin. C'était vraiment un grand moment. Philippe Sella, 111 sélections en équipe de France de rugby, était de passage à Saint-Quentin mercredi dernier. Dans le cadre de la signature d'une charte d'amitié entre le RCSQ et le club d'Agen, l'ex-rugbyman professionnel et international français a passé l'après-midi avec plus de 130 jeunes présents venus de tous les départements, avec forcément des étoiles dans les yeux, tout comme les plus grands d'ailleurs. Personnellement, c'est une grosse émotion parce que moi j'ai démarré le rugby avec Philippe Sella. Quand je démarrais le rugby, c'était son début de carrière en équipe de France à la télé, et comme je jouais le même poste que lui, forcément, c'est l'avoir aujourd'hui à côté, c'est une grosse émotion, en dehors du fait que aujourd'hui je dirige le club, et entre nos 2 clubs, on va pouvoir faire ce partenariat. Tout le monde fait les grands yeux quand on voit une étoile arriver, parce que c'est pas n'importe qui. Hein. Philippe Sella, c'est l'étoile du rugby français. Hein. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'Antoine Dupont, de Ntamak, mais c'est la jeune génération. Aujourd'hui, tous les gamins d'école de rugby connaissent ces jeunes joueurs
se rappellent peut-être pas de Philippe Sella, mais leurs parents oui. Et donc c'est les éducateurs qui sont là aujourd'hui, ont tous connu Philippe Sella, les joueurs qui sont là aujourd'hui, enfin les adultes ont tous connu Philippe Sella. Et donc ça c'est la star, leur star de la jeunesse qui est là aujourd'hui. Et ça reste une grande figure du sport français. Il fallait faire une opération rugby qui est une activité rugby, donc on passe l'après-midi ici, ensuite on va à la mairie de Saint-Quentin à 18 h pour signer cette charte et on reviendra ici ce soir, donc on aura nos seniors et nos juniors qui seront à l'entraînement, il y aura une deuxième activité rugby et là ce sera notre troisième mi-temps de rugby avec Philippe Sella et les adjoints au sport des deux municipalités. Une grande fierté pour le club saint-quentinois, mais aussi pour Philippe Sella, un ex-rugbyman au grand cœur. C'est une belle journée, j'ai pu jouer même un petit peu avec eux. C'est la première fois que je touchais un ballon depuis un bon bout de temps. Là. Et puis, non, ce sont beaucoup de rencontres au lieu et au-delà surtout des rencontres sportives qu'on peut voir ici sur le terrain. Il y a des rencontres qui vont se faire tout autour de ce ballon ovale dans la journée avec le club de Saint-Quentin, avec les clubs de la région. Et je trouve que c'est toujours agréable pour ce qui me concerne, d'avoir ces rencontres-là, de voir ce qui peut se passer dans les différentes régions, dans les différents clubs, qu'il y ait des questions, des réponses, que ce soit d'un côté ou de l'autre, peu importe. Ce sont les échanges qui vont apporter une complémentarité à des connaissances et donc aller toujours plus loin dans la passion que l'on a. Et le sport, ça apporte d'autres rencontres sportives, mais aussi amicales, conviviales, des rencontres de copains, de copines, où avec le temps qui va passer, il y aura plus le ballon peut-être un jour, mais il restera ses copains, ses copines, ou ses hommes et ses femmes plus tard. Une belle journée et avec comme point d'orgue la signature entre le club d'Agen, donc de Pro D2 et le Racing Club Saint-Quentinois d'une charte de l'amitié, une charte des clubs amis qui va nous engager pour l'instant pour 1 an, donc c'est reconductible, et où les deux clubs vont pouvoir travailler ensemble sur la détection, notamment sur la détection des enfants. Les organisateurs étaient ravis, les enfants aussi. Mon frère il a commencé le rugby et puis j'ai voulu poursuivre la carrière pour être dans les seniors et pour passer à la télé. Je serais contente parce que c'est un ancien joueur de l'équipe de France, si c'est un professionnel. Je suis contente parce que on voit que les seniors à la télé, mais on ne voit pas en réalité. Alors on voudrait bien les voir en réalité. Alors voilà. Et maintenant que ces deux clubs sont liés, nous reverrons très certainement à Saint-Quentin celui qui est présenté comme le meilleur 3/4 centre du monde. Philippe Sella à Saint-Quentin, président. Ça fait quelque chose de revoir ces images. Ah, c'est toujours, on se les repasse en boucle, hein. On n'attend pas les grands événements pour les regarder. Ils sont sur les réseaux sociaux, vous pouvez les revoir dès demain sur notre page Facebook, sur la page de ma télé. C'est des images qui sont enregistrées à vie et dans nos têtes et aujourd'hui sur les supports numériques. Et on ne se lasse pas de les regarder. On se lasse pas de les regarder. Et moi, Philippe Sella, je l'ai régulièrement aussi au téléphone et on en reparle et on échange toujours sur cette journée qui a été vraiment extraordinaire et magnifique et magique et tout ce qu'on peut tout ce qu'on peut dire tout ce qu'on peut dire tellement ça a été génial en fait. Alors ce partenariat avec le Sporting Union Agenais dont Philippe Sella est l'ambassadeur effectivement, ça va amener quoi? Les clubs amis du SUA sont en général des clubs limitrophes, géographiquement proches de Agen. On est le seul club où il y a tant d'écart de distance. Malheureusement, c'est difficile de faire un partenariat avec des séances rapprochées, avec des visites régulières. Là, ce qu'on attend beaucoup de ce partenariat, et chose qui doit arriver prochainement, c'est la venue ici d'éducateurs et d'entraîneurs professionnels pour pouvoir justement faire un bilan de notre structure et de notre façon d'éduquer nos enfants, de les entraîner, de performer nos entraîneurs et ensuite aussi de détecter
nos jeunes. On a effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, des jeunes qui aspirent à être bons, à être meilleurs, et ça passera peut-être par un passage dans des clubs professionnels. Alors plutôt que de les voir partir sur des clubs de Fédéral 1, de National proches, on en a qui sont partis sur Rouen, sur Beauvais. Là, on a cette chance d'avoir ce partenariat avec Agen, avec des structures magnifiques également sur Agen. Si on a cette capacité à former ces jeunes et à les faire aller un petit peu plus loin, et ben, Agen sont prêts à nous les accueillir et puis vraiment en faire des futurs graines de champions. Oui, puis c'est une superbe image. Agen, c'est un club qui a compté, qui compte encore bien sûr, mais qui a compté dans les années 70-80 dans le rugby français en décrochant des titres de champion de France, ce qu'on appelle aujourd'hui le top 14. On s'en rend pas bien compte aujourd'hui, mais Agen, c'était vraiment le top niveau. C'est ça, Agen sont toujours dans les 20 meilleures équipes françaises, les 20 meilleurs clubs français, et ils sont toujours le meilleur club formateur, le meilleur centre de formation en France, et ça depuis de nombreuses années. Donc il est très important, même pour nous, d'avoir cette petite étoile, le genre de choses qu'on peut proposer à nos enfants ici. C'est un vrai plus, c'est certain. Mais alors pourquoi Saint-Quentin? Pourquoi Saint-Quentin si loin d'Agen? Parce qu'à un moment donné, vous avez eu un président qui a dit moi je veux le faire. C'est comme le bus derrière. On a mis ce qu'il fallait sur la table, on a mis nos idées et puis il faut changer de l'avant. Ça se fait pas comme ça d'un claquement de doigts. Alors non, on a aussi eu avec Agen la chance d'avoir une réunion entre nos deux adjoints au sport à la mairie d'Agen et à la mairie de Saint-Quentin qui se connaissent très bien. Histoire, Et voilà, qui nous ont mis en relation. Et puis c'est parti très très vite. On a fait une première réunion 3 mois avant la venue de Philippe Sella et ça s'est monté hyper rapidement. Tout le monde a dit oui tout de suite. Et même si Saint-Quentin, on est effectivement le petit club de régional, Agen n'a pas tardé avant de dire ok, on fonce, on va les aider, ils vont nous donner un coup de main également. Donc l'adjoint au sport de Saint-Quentin, Frédéric Alliot, est dans le coup évidemment. Et voilà, vous pourrez lui en reparler. Oui, on va le retrouver sur un prochain sujet cet après-midi. Merci Cédric, et puis bravo pour toutes ces performances et ce partenariat et tout ce dynamisme pour le RCSQ. C'est chouette et ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi, merci à vous. J'ai maintenant la chance d'avoir à mes côtés Yana Rivolaen et Bertrand Dubar. Bonjour à tous les deux. Bonjour Yana, bonjour Bertrand. Bonjour Philippe. Bonjour Philippe. Alors, on va vous présenter tout d'abord et on va comprendre le sujet que l'on va aborder à travers cette présentation puisque Yana, vous êtes une ex-internationale de rugby, 50 sélections en équipe de France tout de même. Vous êtes native de Compiègne, ex-joueuse de Villeneuve d'Ascq, vous m'arrêtez si je dis une bêtise, et vous venez d'ailleurs d'être promue directrice technique du rugby club compiègnois. Quant à vous, Bertrand, vous êtes responsable des compétitions régionales féminines dans les Hauts-de-France. C'est bien ça? Il n'y a pas d'erreur, tous les deux, vous me confirmez? On peut parler donc rugby féminin avec vous, puisque à Saint-Quentin, ça manque un peu de violettes. C'est quoi les violettes? C'est le surnom de l'équipe féminine de Saint-Quentin, mais malheureusement, là, il y a un petit manque de joueuses disponibles et le club voudrait bien repartir de l'avant avec les filles. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour ça, Yana? Comment retrouver des féminines dans le rugby à Saint-Quentin? Alors, vaste question, j'ai 4 heures, c'est ça? Alors... On vous coupera si vous faites 4 heures. Oui, c'est une question qui est éminemment complexe. Déjà, il y a pas mal de freins, je pense, au niveau de la pratique féminine. Alors des freins qui peuvent être internes, puisque le rugby, c'est un sport qui est plutôt connoté du côté masculin et qui peut peut-être effrayer un peu certaines filles ou même certains parents qui auraient des réticences à amener leurs filles sur les terrains de rugby. Malgré tout, ça, on voit que c'est en train d'évoluer puisque les effectifs de filles au sein de la Fédération française de rugby ont beaucoup augmenté ces derniers temps. Avec, je crois que j'ai eu les derniers chiffres, ça devait être plus 32% chez les pratiquantes. Donc des effectifs qui sont passés de 3% de l'effectif total à peu près une douzaine de pourcents aujourd'hui. Donc malgré tout, c'est que ces freins commencent à tomber. Voilà, c'est encourageant. Après, l'autre souci aussi, c'est le bassin de recrutement de ces joueuses en Picardie, où le rugby n'est pas forcément un sport qui est très très implanté partout. Donc on a du mal à aller chercher des filles. On a du mal à les garder aussi parce que à partir du moment où elles ont leur bac, après elles partent faire leurs études
dans d'autres lieux. Donc à Saint-Quentin, on en parlait tout à l'heure avec les dirigeants du club, c'est difficile de garder des filles puisque l'offre de formation post-bac n'est pas forcément très développée. Donc c'est des filles qu'on perd, qu'on ne retrouve pas forcément après. Et puis après, il y a forcément des choix de vie qui sont faits par les filles qui ont des enfants. On sait qu'aujourd'hui, pour une femme, avoir des enfants, ça peut constituer un frein aussi à faire du sport. On est plus globalement dans le problème du sport au féminin, de toute façon. C'est un problème qui est commun aux autres sports. Et alors je sais que dans certains clubs du rugby, ils commencent à s'organiser aussi pour faire des ententes pour que des équipes puissent se créer. C'est le cas ici, notamment avec les cadettes. C'est le cas, vous parliez de Compiègne tout à l'heure, c'est le cas à Compiègne aussi, où il y a une entente entre différentes sections cadettes. Il y avait une entente aussi entre seniors. Aujourd'hui, le club de Compiègne est en train d'essayer de créer une équipe senior féminine compiègnoise uniquement, mais c'est vrai que tout ça, c'est pas simple. Ça nécessite de mobiliser des moyens humains, de se coordonner pour que ces équipes puissent perdurer et que des filles puissent avoir l'occasion de découvrir ce sport fantastique, d'y progresser, de s'y épanouir et puis de pouvoir grandir en tant que joueuse et en tant que femme sur les terrains de rugby. Bertrand Dubar, ces ententes, justement, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que les clubs cherchent vraiment à trouver une solution pour développer le rugby féminin. Oui, alors au niveau des féminines, c'est vrai que le pourcentage de licenciés par rapport à la globalité des clubs est assez faible. Le territoire, en plus, est très étendu. Donc effectivement, on passe essentiellement par des ententes où les clubs essayent de... si elles ont 3-4 filles qui sont dans chaque club, de les rassembler, de leur proposer du jeu. Et le rôle aussi pour nous au niveau de la Ligue, c'est justement de leur proposer ces opportunités de jeu, où là, en fait, si on veut les motiver et les garder, comme disait Yana, il faut qu'elles puissent pratiquer entre elles aussi assez rapidement. Et les ententes cadettes qu'on peut voir là cette année sur le championnat cadette de cette saison, il y avait 4 ententes sur les 7 clubs engagés. Et en fait, le territoire est vraiment vaste. Et la problématique, c'est vraiment de réussir à les intégrer toutes à un collectif. Alors, ce qui s'est très très bien passé au niveau de l'Oise et de l'Aisne, parce qu'elles ont en plus remporté le championnat interligue, voilà, donc avec de très très beaux résultats à la clé, hors département, donc contre d'autres régions. Donc ça porte ses fruits. Et effectivement, il faut vraiment qu'on puisse dire à toutes les filles qu'elles ont leur place sur le terrain dès le plus jeune âge. On voit énormément de filles aujourd'hui en baby rugby, c'est-à-dire à partir de 3 ans. Et le vrai challenge, c'est de les garder quand elles arrivent à 13, 14 ans, parce que c'est là où on a du mal à pouvoir les garder dans les clubs et surtout à leur proposer des compétitions qui leur conviennent. Yana, vous l'avez presque dit, hein, c'est un plaisir le rugby. Pour une femme, c'est un plaisir. Faut pas se tromper, c'est vraiment ça. Oui, et tout l'enjeu, c'est de réussir à passer outre les stéréotypes de genre. Et ça, c'est quelque chose... Il y a des barrières personnelles, mais il y a aussi des barrières qui sont construites dans la société. Et c'est vrai que faire tomber ces barrières, c'est pas seul qu'on va y arriver. C'est à l'échelle des parents, c'est à l'échelle de toute l'éducation, que ce soit à l'école, que ce soit dans les associations. Il y a les collectivités aussi qui doivent prendre ce problème à bras-le-corps. Oui, c'est important que ce soit une politique volontariste et pas se dire que ça va se faire tout seul. Alors pour donner un peu plus envie aux jeunes filles et aux jeunes femmes de pratiquer le rugby, on va regarder un petit clip, là, une minute d'image vraiment de bonheur rugbystique féminin. On y va.
Alors ces images de plaisir de rugby, évidemment, elles doivent se traduire aussi par des compétitions parce que le rugby, c'est un sport, ce sont des matchs, ce sont des compétitions. Et ça, pour la Ligue des Hauts-de-France, et vous, Bertrand Dubar, qui êtes responsable des compétitions de rugby féminin, c'est pas toujours simple à mettre en place. Ah, effectivement, c'est même compliqué, on peut le dire. Ouais, pas peur des mots. C'est compliqué déjà parce qu'il y a peu de clubs qui sont, comme on disait, capables de présenter des équipes en nom propre. Donc et le territoire est tellement vaste en fait que pour les compétitions, quand on veut se faire rencontrer les filles entre elles, il y a des déplacements qui sont vraiment conséquents. Et ça, c'est aussi pour les clubs et les comités départementaux qui supportent pour la plupart cette pratique féminine. Il faut trouver les financements, il faut trouver les partenaires, les parents, voilà, et les accompagnants qui vont éventuellement prendre la voiture, les emmener. Et donc au niveau de la compétition, le but c'est de limiter les déplacements pour pas être trop impactant. On essaye aussi d'amener de la diversité pour que les équipes soient de valeur à peu près équivalente pour que justement le plaisir du jeu puisse rester. Parce que quand il y a des écarts trop différents, c'est difficile de se faire plaisir, pour les unes comme pour les autres. Donc tout ça, c'est un équilibre à trouver et ça passera par l'augmentation du nombre de licenciés et surtout la multiplicité des équipes féminines au sein de la Ligue pour proposer un championnat aussi intéressant qu'on puisse le faire pour les garçons. Un dernier mot sur les féminines, Yana Rivolaen, ex-internationale, je le rappelle. Qu'est-ce que vous a apporté finalement le rugby, vous qui avez pratiqué ce sport dans des compétitions diverses et variées dans le monde? Qu'est-ce que ça vous a amené? Beaucoup de joie, beaucoup d'émotions très fortes. Voilà, je mesure à quel point j'ai eu de la chance de pouvoir vivre tout ça et c'est vrai que c'était pas forcément facile au départ puisque, comme vous l'avez dit, je suis native de l'Oise, je suis née à Compiègne et je n'ai pas entendu parler de rugby avant mes 16 ans jusqu'à ce que je rencontre le prof de PS qui a changé ma vie et qui m'a amenée au rugby. Et c'est vrai que j'ai vécu des émotions que j'aurais vécues nulle part ailleurs. Je pense qu'en tant que femme aussi, je me suis épanouie, j'ai grandi. Et je pense que quelque part, m'investir dans un sport qui était à connotation plutôt masculin, ça m'a aussi aidé à construire un peu une sorte de rébellion, de m'affirmer en tant que femme. Et c'est vrai que ça a été un grand bonheur, très épanouissant pour moi. Et voilà, c'est vraiment une grande chance d'avoir pu vivre tout ça. Mais voilà, en écoutant Yana, les jeunes femmes, les jeunes filles vont avoir envie de revenir au rugby à Saint-Quentin. C'est tout ce qu'on souhaite et reconstituer cette fameuse équipe des Violettes. Vive le sport au féminin et vive les filles à Saint-Quentin. On va maintenant parler sport et santé avec Laurent Valentin, Saint-Quentinois bien connu, médecin du sport qui a plus d'une corde à son arc. On va en parler dans quelques instants. Mais tout d'abord, les fondamentaux. Bonjour Laurent, merci d'être là. Bonjour, oui. Les fondamentaux, c'est un corps sain, un sport sain, oui. Tout doit baigner dans la sérénité. Tout à fait, oui. Comment faire? Parce que c'est facile à dire, mais c'est pas si simple que ça. Les excès, comment les bannir? Quand on est sportif, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on ne doit pas faire? Il y a plein de sujets qui nous viennent en tête. Je vous passe la parole tout de suite. D'accord, alors pourquoi faire du sport? Déjà, pourquoi vouloir se faire mal? Ça, c'est aussi une grosse question. Maintenant, moi, si vous voulez, j'ai toujours fait du sport toute ma vie. Et si je faisais pas de sport, j'étais pas bien dans ma tête. Donc, ça incite énormément dans mon métier de médecin, j'ai énormément poussé les gens à refaire du sport. Et ça marche, ça marche, oui, parce qu'en fait, on se sent beaucoup mieux après. Alors après, il y a tous les avantages, au niveau cardiovasculaire, au niveau digestif, à tous les niveaux, quoi. D'accord, au niveau de la tête. Dernièrement, on a créé une section basket santé avec le club de JSC SQBB. Et on a maintenant 24 personnes, en moyenne d'âge à peu près 67 ans.
Et c'est amusant parce que je fais une visite en début d'année et une visite au bout de 4 mois. Et on voit les progrès et surtout le nombre de médicaments qu'ils avalent en moins. Et ils sont tous enchantés, premièrement pour l'ambiance. Ce sont des gens qui sont souvent seuls, qui se retrouvent et qui retrouvent un lien social. Et après, on a au niveau mémoire, au niveau équilibre, au niveau des musculations, au niveau des articulations, etc. Et au niveau du souffle, on les voit à chaque entraînement et franchement, ça progresse. Alors, le sport, c'est la solution miracle pour la santé ? C'est une solution. Une solution. Une solution. Le miracle existe pas. Bien sûr, après, vous ne pouvez pas obliger les gens à faire du sport. C'est tout. Maintenant, le problème, c'est que le sport, ça devrait commencer à l'école. Alors là, c'est un autre débat. On va changer complètement de sujet, quoi. Là, oui, on va rester sur ce qui nous intéresse aujourd'hui. Non pas que ça ne nous intéresse pas, parce qu'effectivement, c'est aussi la base du sujet. Mais le sport, alors c'est bien, mais l'excès de sport, ça peut être aussi néfaste. Alors l'excès de sport, oui, ça peut effectivement on le voit être parfois. néfaste. On le voit très bien avec tout le dopage. Hein. D'accord, mais bon... Non, mais je parle d'une pratique excessive. Ça peut arriver. Quelqu'un qui se met au sport du jour au lendemain et qui finalement trouve ça super et qui va en faire des tonnes. Alors bon, chez ces gens-là, si vous voulez, il y a trois sortes de sportifs. Il y a le type qui a fait du sport toute sa vie et qui continue à en faire. Là, celui-là, on n'a quasiment pas de soucis, une surveillance de temps en temps, il va voir un médecin du sport, il va voir son médecin généraliste. D'accord. Après, il y a le type qui est brut, qui le jour d'un soir de réveillon dit « Oh tiens, on va faire un marathon ». À 40 ans, donc autrement dit, ceux-là sont des mecs qui sont un peu dangereux, mais il faut les surveiller dès le départ. Il ne faut pas les décourager. Il ne faut pas les décourager, il faut leur dire c'est tout, maintenant il faut les prendre en charge avec un entraînement spécifique, et il faut leur faire faire les épreuves cardiologiques pour les rassurer, et pour se rassurer, et puis surtout leur demander de ne pas aller trop vite et suivre un programme. Et puis la troisième, ce sont les types qui ont été sportifs de haut niveau, qui ont arrêté et qui reprennent. Et ceux-là, c'est les plus dangereux. Parce que ce sont des gens qui reprennent et qui veulent reprendre comme ils étaient avant. Et on ne peut pas être et avoir été. Et voilà. Ça s'applique même aux sportifs de haut niveau. Tout à fait. Alors, on va poursuivre sur le sujet, mais auparavant, on va regarder un petit sujet qui va nous amener sur l'alimentation et la nutrition, parce que tout ça est lié, évidemment. On regarde d'abord les images. Prendre soin de son corps, c'est faire du sport, tout en ayant une alimentation équilibrée. C'est dans ce cadre que la ville de Saint-Quentin a organisé la semaine dernière une journée santé, sport et nutrition au parc des Champs-Élysées. La journée santé, sport et nutrition a pour objectif déjà de réunir plusieurs partenaires du territoire saint-quentinois qui œuvrent au quotidien pour la santé, la nutrition et le sport en fait, qui sont vraiment indéfectibles dans la mesure où ça a été prouvé scientifiquement. On n'invente rien, le sport et la nutrition ont un impact sur la santé qui n'est plus à prouver. Et aussi dans le cadre du programme VIF, Vivons en forme, auquel la ville adhère depuis de nombreuses années, c'était l'occasion de marquer pour la semaine anniversaire, donc pour les 30 ans de VIF, une action organisée par la ville et aussi dans le cadre de la dynamique du contrat local de santé bien évidemment. Nous avons le don du sang qui est là aussi pour sensibiliser la population. Nous avons un atelier Qigong. Pareil, en fait, c'est une activité qui a des vertus qui sont prouvées scientifiquement sur la santé. Donc ça me paraissait important aussi de mettre en lumière ce type d'activité physique. Et puis on a aussi le club d'haltérophilie qui a le label Sport Santé. Et l'idée c'était vraiment de travailler en étroite collaboration et en partenariat et en transversalité avec tous les services de la mairie. Depuis ce matin, en fait, on a vraiment toutes les tranches d'âge. Ça va de 2 ans et demi ce matin. On a eu aussi des EHPAD, on a les PID, on a effectivement, ça s'adresse à toute la population. Une activité physique régulière alliée à une alimentation saine et le meilleur des cocktails pour rester en bonne santé.
Alors Laurent Valentin, l'alimentation, évidemment, c'est un élément clé du bien-être et la nutrition, hein, au-delà de l'alimentation, c'est-à-dire bien choisir ce que l'on consomme. Choisir une alimentation équilibrée, ça c'est la première chose. Deuxièmement, manger à chaque repas. Ça c'est important, bien boire. Manger à chaque repas, il ne faut pas sauter de repas. Non. Moi je ne conseille pas de sauter des repas. Manger bien manger au petit déjeuner, manger à midi, manger le soir. Éviter de manger trop le soir. Boire beaucoup. Éviter bien sûr les excès. Pardon, je vais vous couper plusieurs fois, mais c'est important parce que il faut qu'on sache où on va. Boire beaucoup, c'est quoi? Boire beaucoup, pour quelqu'un qui ne fait pas de sport, c'est 1,5 litre d'eau par jour. Donc un sportif, c'est quasiment 3 litres par jour. Donc il faut se forcer un peu. À l'entraînement, hein. Moi, si vous voulez, tous les gamins que j'ai eu au basket, je leur demandais d'arriver avec une bouteille d'eau, quoi. Pendant l'entraînement, il y avait une pause, ils allaient boire et ils reprenaient l'entraînement. En vélo, une gourde à peu près tous les 50 km. Bon, ça, c'est une base. Les repas, vous dites, faut pas en rater un. Est-ce qu'il y en a un quand même qui est plus important que... Le repas du midi est plus important que les autres. Ouais. Le repas du soir, pas trop manger le repas du soir. Pourquoi ? Parce que la nuit, on travaille moins. Mais ne pas sauter le petit déjeuner. Beaucoup de gens, parce que voilà, ils sont un peu pris de court le matin, il y a le travail, il y a la pression, il faut emmener les enfants à l'école. Allez hop, le petit déjeuner, c'est juste un jus d'orange ou juste un café. Oui, c'est ça le problème. Ouais. Et en fait, ça fait des enfants obèses après. Donc il faut... Moi je pense, le petit déjeuner... Enfin, j'en suis certain. Il faut prendre le temps de petit déjeuner. Le petit déjeuner. Moi j'en dis toujours, tu te lèves 10 minutes plus tôt, c'est tout. Hein, et puis tu prends ton déjeuner assis, à table, en discutant avec la famille. Et est-ce que les fameux slogans 5 fruits et légumes par jour, pas trop gras, pas trop sucré, pas trop salé, tout ça c'est évident? Pas trop gras, bien sûr. Quand on fait une préparation, éviter d'aller manger un McDo juste avant un match de basket. D'accord, ça c'est... On en arrive, même avec des pros. Ça paraît évident, mais on en connaît qui le font. Oui, je vois très bien de qui vous voulez parler. Un certain footballeur brésilien. Bon, tout ça c'est à respecter. Faire attention, c'est de l'évidence. Éviter de prendre de l'alcool, éviter de trop manger. Quand vous préparez un marathon, vous avez 3 mois de préparation au niveau alimentaire, faire attention. La dernière semaine du marathon, faire attention de telle sorte qu'on soit le plus léger possible au niveau digestif. Pas de tabac, bien sûr. Bien sûr, non, mais ça ça va sans dire, mais ça va encore mieux en le disant. Hein. Là aussi, on connaît pas mal de contre-exemples. Oui. Est-ce que vous avez l'impression que la société quand même prend conscience de tout ce qu'il faut faire maintenant pour améliorer sa santé en termes de nutrition, d'alimentation, d'exercice, de sport, etc. Je pense qu'on a de plus en plus de gens qui font du sport. Hein, les sportifs du dimanche, c'est pas que les sportifs du dimanche. On les voit souvent en semaine. Hein. D'accord. Oui, effectivement, moi je crois que les gens, font plus de sport qu'ils le faisaient avant. Hein, parce que en plus, il y a le sport qui est développé en entreprise, Oui, on l'a un peu partout, le sport. On l'a un peu partout. Oui, et c'est plutôt bien. Et on l'a aussi au parcours du cœur. C'est quelque chose qui revient très fort, le parcours du cœur. Et à Saint-Quentin, notamment, le parcours du cœur, c'est une institution. On va regarder un petit reportage sur le parcours du cœur et on va en parler juste après. Les parcours du cœur se sont déroulés ce dimanche à l'hôpital privé Saint-Claude. Au programme 3 circuits de 3,5, 6 et 10 km avec pour objectif de sensibiliser sur les maladies du cœur. Cette journée consiste en faire des parcours pédestres, ce qui permet de lutter contre les maladies cardiovasculaires, donc qui sont la 2e cause de mortalité en France. Donc on peut participer soit en marchant, soit en courant, chacun va à son rythme. Le but étant, ce n'est pas une compétition, le but étant juste de faire du bien à son corps et principalement à son cœur. Prévention, donc ça englobe non seulement bien sûr l'exercice physique, une demi-heure de marche par jour minimum, une bonne alimentation, une bonne gestion du stress et du poids également. Le pôle de prévention vasculaire et d'éducation, c'est une unité du centre hospitalier de Saint-Quentin dédiée aux facteurs de risque cardiovasculaire, particulièrement au diabète de type 2. Et puis voilà, c'est des diététiciennes, des infirmières et puis des médecins qui sont dédiés à la prévention et à l'éducation. Alors là, au parcours du cœur, effectivement, avant leur marche, avant leur course, ils viennent faire un petit test de glycémie pour voir le taux de sucre. Ça nous permet tous les ans de découvrir des diabétiques de ce matin et après de pouvoir mettre en place un traitement précocement, ce qui est toujours intéressant puisqu'en fait, ce qui est embêtant,
embêtant dans le diabète, ce sont les complications, donc ça évite les complications. L'idée étant de développer ces parcours du cœur, ces séances de dépistage. Donc, fort de mon expérience ici, j'ai pu la développer à Guise, à Hirson. Maintenant, il y a également des parcours du cœur. Donc, on est très content que Saint-Quentin fasse tâche d'huile et puis que la prévention et l'éducation se répandent partout dans la région. Les parcours créés pour l'événement ont rassemblé tout type de profils. Cela a été pour certains une simple formalité et pour d'autres une tâche un peu plus compliquée. C'était bien, au début c'était facile, après j'ai eu un point de côté. Hein. Et puis après ça a été, on est revenu. Nickel, je reviens d'un 20 km de Maroilles, donc là c'était une reprise tout en douceur. Et je l'ai fait avec un ami de mon fils pour qui c'était la première fois qu'il courait. Donc en fait j'y suis allée à son rythme, plus pour le booster lui pour qu'il termine sa première course. Tous les ans, ça fait, je sais pas, depuis le départ que ça a démarré, le parcours du cœur, je suis toujours là. Bon là maintenant à mon âge je pense à réduire. Hein. J'ai fait un tour de parc d'île et puis voilà, c'est bien, c'est très bien. C'était trop bien. Il faut encourager à faire les gens qui se fassent dépister et contrôler surtout sa santé. Oui, j'ai déjà fait un dépistage, j'en ai déjà fait, oui. Mais après, oui, pourquoi pas en faire d'autres si besoin, selon si j'ai des symptômes ou pas qui arrivent. Donc dans les facteurs de risque non modifiables, on a l'âge, le sexe et l'hérédité. Hein, donc c'est sur des facteurs sur lesquels on ne peut pas trop jouer. Par contre, on a tous les facteurs de risque modifiables, donc qui sont le tabac, donc l'arrêt du tabac, le poids, hein, la surveillance du poids, le régime avec l'absence de diabète et de cholestérol. Hein, donc ça, et puis la prise en charge de l'hypertension artérielle, tout ça c'est des facteurs de risque qu'il faut gérer. Et donc c'est comme ça qu'on diminue les maladies cardiovasculaires et qu'on prévient les maladies cardiovasculaires. Il y a 3 chiffres à retenir. Donc il y a 0, 5 et 30. Donc 0 c'est dites non au tabac. Ensuite 0 tabac, manger équilibré avec 5 fruits et légumes par jour. Et puis bouger 30 minutes d'activité physique recommandée par jour. Avec la présence de plusieurs associations de santé, ces parcours du cœur ont pu sensibiliser tout en proposant une activité sportive conviviale et chaleureuse. Le parcours du cœur, on vient de le voir, ça concerne tout le monde, les petits, les grands, les jeunes, les moins jeunes. Voilà une initiative plutôt sympa avec une partie dépistage en plus, on vient de le voir, notamment au niveau des maladies cardiovasculaires. Prise de tension, auscultation cardiaque, auscultation pulmonaire. De toute façon, ça c'est le b.a-ba du sport, hein, d'accord. Et c'est une très bonne chose. Hein, ça fait très longtemps qu'ils le font en Saint-Quentin, hein, le parcours du cœur. C'est incitatif. J'étais jeune médecin, ils le faisaient déjà. Je suis plus jeune médecin maintenant. Vous dites ça fait très longtemps. Hein. Très longtemps, voilà. Ça va être peut-être à l'époque où vous étiez président du club de basket de la JSC. J'ai commencé à ce moment-là. Pas le SQBB, à la JSC. Maintenant, aujourd'hui, vous êtes médecin du SQBB d'ailleurs. Là, je suis médecin du SQBB en même temps, oui. Mais la JSC, c'était votre premier club, vous étiez président. La JSC, ça a été mon club de cœur. En fait, j'ai jamais fait de basket de ma vie. Mon fils est allé à la JSC. Et je suis arrivé en retard à la réunion et ils avaient élu un président, c'était moi. Donc voilà, donc j'ai tenu 27 ans. Alors je vous amène tout doucement, mais vous me voyez venir sur la fameuse anecdote qui vous concerne au premier chef, puisque vous, et ça nous ramène à votre profession de médecin en plus, hein, vous avez découvert, vous êtes l'homme qui a découvert Rudy Gobert. Oui. Racontez-nous. En fait, sa sœur était déléguée médicale. Voilà, le rapport avec la médecine. Et en fait, elle me parle de son frère qui faisait du golf à ce moment-là. Et je lui dis, et puis en plus, il était à l'école une année en dessous celle de ma fille. Donc je lui dis, dis-lui qu'il vienne au club. En plus, c'est sympa, il y avait une bonne si vous voulez, la JSC, c'était vraiment une bonne ambiance avec des clubs, des gamins, quoi. C'était des jeunes. On allait jusqu'à ce moment-là en cadet, il y avait une équipe senior à ce moment-là. Et je lui dis, tu lui dis qu'il vienne avec nous. Il est resté 2 ans chez nous, et puis après, il est parti à SQBB. C'était... Peut-être que si vous n'aviez pas croisé la route de Rudy Gobert, il ne serait pas devenu ce qu'il est. Je ne sais pas. On ne le saura jamais. Il aurait peut-être fait, mais en tout cas, vous voyez, c'est un beau truc, c'est une belle école, quoi. L'importance d'un médecin du sport. Hein. Là, c'est une vision un peu indirecte. J'en ai eu deux. J'ai eu Rudy Gobert et j'en ai eu une autre qui était Mamouna Ba, qui était une gamine qui était du coin là ici de ce quartier de Saint-Quentin. Et elle est allée en équipe de France, elle est allée à l'INSEP.
Alors non content pu de rentrer, surveiller c'était la sympa, santé ça. des sportifs, vous découvrez les grands noms. En tant que médecin, vous voyez un tas de oui. trucs. Quoi. Et oui, c'est ça. Moi, si vous voulez, en tant que médecin, il y en a plein, des gamins qui avaient des petits troubles du comportement, etc. Je leur disais, viens, on fait une section mini-basket, on fait une section, etc. Bon, ça fait partie un peu. Ça fait partie un petit peu du job, finalement. Voilà. De mon job et puis de ma façon de penser. Voilà, c'est tout la médecine. Merci beaucoup pour ce témoignage. Eh bien, on va essayer de suivre vos conseils parce que effectivement, si on peut avoir une meilleure santé grâce au sport, eh bien, ça sera profitable pour tous. Voilà. On accueille maintenant Frédéric Alliot, le maire adjoint de Saint-Quentin, chargé des sports. Bonjour Frédéric. Bonjour Philippe. Accompagné de Thomas Marcillac, qui est le responsable Paris 2024 pour la ville de Saint-Quentin. Bonjour Thomas. Ouais, bonjour Philippe. Alors Paris 2024, c'est maintenant, c'était hier avec ce compte à rebours que vous avez lancé à J-1000, Frédéric. Ouais. C'est demain avec la flamme olympique au mois de juillet 2024. Il y a plein de choses à dire autour des Jeux Olympiques, mais quand même, revenons sur le point de départ. Vous avez lancé un compte à rebours très ambitieux à J-1000 et depuis vous le respectez. C'est vrai qu'en 2019, nous avons été une des premières villes labellisées. C'était au Congrès des maires, porte de Versailles. Labellisée terre de jeu. Labellisée terre de jeu, à préciser. Et c'est vrai qu'on s'est posé la question au sein de l'équipe, comment va-t-on pouvoir mobiliser les Saint-Quentinois, les préparer à cet événement majeur de 2024. Et donc, au sein de l'équipe, et notamment grâce aussi à Thomas, qui fait un travail tout à fait remarquable au niveau, comme référent en terre des Jeux Paris 2024, il est né l'idée de créer un J-1000, donc J-1000 octobre 2021. Et à partir de là, on décide de célébrer tous les 100 jours les valeurs de l'olympisme, et en dévoilant régulièrement des disciplines olympiques et paralympiques. Alors donc Thomas, avec à chaque fois des thèmes voilà, c'est ça. particuliers. Thomas, vous avez choisi tous les 100 jours un thème particulier. Ouais, donc tous les 100 jours, et en plus on va essayer de représenter tous les clubs saint-quentinois, puisque forcément c'est un compte à rebours où on sollicite les clubs pour qu'ils puissent promouvoir leur discipline. Donc on est parti de J-1000 sur la place d'Hôtel de Ville avec 7 disciplines sportives à ce moment-là. On n'a pas eu un temps comme celui d'aujourd'hui, mais c'est vrai que voilà, on a pu quand même faire quelques activités avec de l'escalade, avec du tennis de table, avec du paratir, avec de la boxe aussi. On avait Jérôme Thomas qui était présent aussi ce jour-là. Jérôme Thomas qui est votre ambassadeur. Qui est l'ambassadeur, oui. Jérôme qui est avec nous de toute façon sur tous les J, donc il est là aussi en présence aussi au stade Marcel Bienfait. Donc voilà, on est parti sur un compte à rebours J-1000 et aujourd'hui on est déjà à J-400. Donc ça passe très vite. Alors je vous propose, avant d'en parler plus longuement, on va se faire plaisir. On va regarder les images de ces différents comptes à rebours, J-1000, -900, -800, etc. Qui va nous mener ce compte à rebours jusqu'à aujourd'hui. On regarde ça et on y revient tout de suite. Wanna see you smile. Fix that frown for me, know it's been a while. Wear that smile like it's part of your style. Wanna see you, wanna see you, wanna see you, wanna see you smile. Fix that frown for me, know it's been a while. Plus that smile look way better with your style, babe. Wanna see you, smile with me. Grab my hand, vibe with me. Smile for me, grab my hand, just try for me. Smile with me, grab my hand, vibe with me. Smile for me, that smile is all I need. Your smile make everything better, you light up the room. No, I shouldn't be out, but I've been up with you. Every time you smile, girl, you change up the mood. Let's go and have some fun, let's fix that attitude. Yeah, smile. If you worry free just like a child. Smile, smile like you walking down the aisle. Smile, like you fresh up out the dentist chair. Smile, you can take it anywhere. Wanna see you smile. Fix that frown for me, know it's been a while. Wear that smile like it's part of your style. Wanna see you, wanna see you, wanna see you, wanna see you smile. Fix that frown for me, know it's been a while. Plus that smile look way better with your style, babe. Wanna see you, wanna see you, wanna see you smile with me. Grab my hand, vibe with me. Smile for me, grab my hand, just try for me. Smile with me, grab my hand, vibe
Le ballon ovale était à l'honneur samedi dernier du côté du stade Marcel Bienfait. Pour fêter les 400 jours avant le début des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, la ville de Saint-Quentin avait décidé de célébrer cette journée autour du rugby. Ouais, quasiment 400 jours en fait du début des Jeux Olympiques, le 26 juillet 2024. On est au J-400, donc c'est déjà la 7e édition de ce fameux dispositif des J- qui a commencé donc le 30 octobre 2021. On était au J-1000, 1000 jours avant le début de la cérémonie d'ouverture. Déjà la 7e édition, les J-1000, J-900, 800, 700, 600, 500. Aujourd'hui 400. À chaque fois en fait donc sur des thématiques différentes, des disciplines olympiques. L'idée c'est ça, c'était de présenter, jusqu'à juillet 2024, présenter des disciplines olympiques, para-olympiques, des athlètes en lien avec les clubs, avec l'aide des clubs, en appui, avec l'appui des clubs. Et puis donc aujourd'hui, J-400 sur le sport collectif et puis donc en particulier le rugby avec donc des différents ateliers proposés, différents matchs, différentes catégories pour les plus grands, pour les plus jeunes, du rugby flag. Le J-400 qui coïncide avec la flamme olympique, l'annonce officielle du parcours de la flamme hier. Aujourd'hui donc sur le thème des sports collectifs, du rugby en particulier, et puis donc c'est une amorce en fait, c'est une annonce de ce qui va se passer en fait d'ici quelques mois avec l'accueil de la Coupe du Monde de rugby. Et puis donc avec, on l'espère, un super parcours de l'équipe de France le plus loin, qui pour aller le plus loin possible. Qui le mérite largement. Un sport, on le sait, rempli de valeurs, mais également intergénérationnel. Il y a un pote à moi, il a dit viens, on va commencer le rugby et je l'ai suivi. J'aime bien le rugby parce que j'aime bien le plaquage. C'est mon petit cousin qui avait fait du rugby du côté de Clermont et ça m'a parlé, j'ai fait un essai puis ça m'a plu. Le rugby c'est un état d'esprit qui me plaît. On est avec les copains, ça fait se dépenser. Puis ça me canalise un petit peu. Il faut que nous montrions à nos joueurs tout petits ce qu'on peut faire à n'importe quel âge. Je suis rentré en 6e avec un professeur qui venait de Corse et ça a été le coup de foudre. Voilà. Ça représente des valeurs que nous donnons, que nous faisons suivre à nos joueurs et puis surtout la solidarité. Dans un pays où parfois l'individualité prime, on leur montre qu'on peut tout faire lorsqu'on est ensemble. Surtout expliquer aux parents que lorsqu'on a des enfants hyperactifs, on peut les amener au rugby. En règle générale, ils rentrent, ils dorment bien. Et puis surtout, on leur apprend ces valeurs et ça c'est indéniable. Il faut absolument qu'ils les aient. Une journée placée sous le signe du rugby et de ses nombreuses valeurs, à un peu moins de 400 jours avant le début des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Rendez-vous dans quelques semaines pour célébrer, cette fois-ci, les J-300. Belle manière de mettre les clubs en valeur à travers ces différents jours J-100, Frédéric Alliot. Absolument, c'est un véritable marathon auquel on s'est attelé, puisqu'il fallait tenir le tempo. En octobre 2021, on lance les J-1000 et ensuite il faut tenir la distance, tenir la longueur et tous les 100 jours célébrer les valeurs de l'olympisme. Et c'est vrai que les clubs sont des partenaires essentiels puisque comment tout repose sur eux. Comment vous les choisissez d'ailleurs, Thomas? Comment vous décidez, tiens, alors 800 c'est tel club, 600 c'est un autre? Ouais, donc on est parti sur, on a fait une liste des sports à Saint-Quentin et puis on va tous les représenter donc depuis le J-1000 jusqu'au J0. L'objectif c'est d'être exhaustif? L'objectif c'est vraiment que tout le monde puisse y participer et qu'on n'oublie personne. Voilà. Et les clubs, qu'est-ce qu'ils disent, Frédéric Alliot? Ils jouent le jeu, ils ont tous envie? Oui, parce qu'il y a une culture aussi de très sportive, et c'est vrai que nous, la ville, on a besoin aussi de ces clubs pour pouvoir mener des politiques sportives ambitieuses et innovantes. Et ils savent que à chaque événement de la ville, c'est aussi un moyen de se faire connaître et puis de pouvoir communiquer sur leurs activités. Thomas Marcillac, vous avez vraiment passé en revue la plupart des grands sites sportifs de Saint-Quentin, comme ici aujourd'hui pour le J-400, le stade de rugby, le stade Marcel Bienfait. Ouais, stade Marcel Bienfait, donc le J-400. Donc là ici avec Cédric, on a construit la journée en fait. On voulait mettre des activités de rugby sur la démonstration de rugby à 7, démonstration de rugby à 5 et du rugby fly aussi, du rugby sans contact. Et on a la chance aussi d'avoir la structure gonflable aussi de la Ligue des Hauts-de-France. Et puis la Coupe du Monde.
Coupe du Monde au mois de septembre. Et donc, voilà. On parle des Jeux Olympiques, mais il ne faut pas l'oublier, cette Coupe du Monde, elle va arriver avant. Voilà, il ne faut pas oublier tous les grands événements internationaux que la France organise. Et c'est vrai qu'en septembre, on va vivre aussi la Coupe du Monde de rugby. Et Thomas, vous allez être référent Coupe du Monde le temps de la Coupe du Monde de rugby. On sera référent de toutes les grosses manifestations sportives. Vous avez prévu des choses pour la Coupe du Monde de rugby? On va s'y atteler aussi parce qu'on a aussi des choses à montrer pendant cette Coupe du Monde de rugby et on va travailler avec les clubs un peu pour voilà. Ça veut dire que pendant un mois, il y aura une petite parenthèse pour les Jeux Olympiques, ça sera plein feu sur la Coupe du Monde de rugby quand même. Entre les 100 jours, on arrivera toujours à pouvoir promotionner une discipline en particulier. On imagine bien que vous n'allez pas manquer d'idées. Non, les idées vont pas manquer. Et puis ce qu'il faut souligner, c'est quand même de la co-construction. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas avec un timing bien précis, avec un programme. La journée, elle est co-construite avec le club. Et ça, c'est important. On l'a vu aujourd'hui avec le club de rugby de Saint-Quentin, le RCSQ, qui a mis l'accent, notamment, on en parlait tout à l'heure, sur le recrutement des féminines en rugby. On vient de parler de sport santé également. C'est tout un ensemble de choses, finalement, qu'il faut mettre en valeur. Je crois que les clubs ont compris qu'il faut se structurer. Il faut se responsabiliser, se professionnaliser, entre guillemets, et c'est important d'être sur plusieurs fronts, le sport santé, le sport handicap, la féminisation du sport, il y a énormément de choses à faire. Donc voilà, chacun y participe. Thomas Marcillac, il y a un effet olympique déjà? Ouais, complètement, il y a un effet olympique. Là, on est c'est le compte à rebours. C'est l'effet olympique. Là, aujourd'hui, on est vraiment dedans. Et on est, comme je disais tout à l'heure, on est à 400 jours. Enfin, maintenant 398, puisqu'on a célébré les 400 mercredi, mais on célèbre le 400 aujourd'hui. Et voilà, dans un an, on y est, quoi. Donc là, il y a vraiment un effet olympique. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose d'important pour les clubs. Mais il ne faut pas oublier l'après-olympique aussi. Ça, c'est très, très important. Le fameux héritage dont on entend beaucoup parler. Mais c'est vrai, ces installations qui s'améliorent, tout le monde va en profiter derrière. Oui, et puis je crois qu'il faudra aussi se positionner par rapport aux grands événements sportifs internationaux, qui peuvent être aussi des fils conducteurs, des fils rouges, pour pouvoir mobiliser des territoires et autour de certaines disciplines sportives. Je crois que c'est aussi l'expérience des Jeux Olympiques qui fait que, pourquoi pas sur un événement international, que la France organise aussi, mobiliser les territoires sur une discipline en particulier. Je pense que vous savez, terre de jeu, la préparation des Jeux Olympiques, pour nous, c'est un passeport qui nous permet d'utiliser les Jeux Olympiques comme un catalyseur, de pouvoir développer la pratique sportive. En fait, c'est ça qui est important pour nous, c'est de pouvoir, à travers les Jeux, augmenter la pratique sportive sur le territoire. Thomas, vous vouliez ajouter quelque chose? Non, je sais qu'en fait, oui. Non, mais c'est vrai, Frédéric a raison, c'est un levier, quoi. Là, les jeux, ça nous permet en fait de faire de la promotion des clubs. Et aujourd'hui, nous, notre territoire à Saint-Quentin, les clubs en ont besoin. Et pour se restructurer, il faut qu'on ait plus de licenciés aussi dans les clubs. Et voilà, il faut qu'on parle des clubs et on en fait la promotion. Et c'est pour ça que on profite de J-400 pour le rugby. Alors, messieurs, est-ce que vous êtes en mesure de nous révéler ici sur ma télé ce que seront les J-300, J-200 et J-100? Bien sûr, Thomas. Ouais, complètement. Donc, le J-300, alors là, donc, un bel événement aussi à venir. Donc, il se déroulera le 30 septembre, puisqu'on va inaugurer le nouveau pôle sportif avec la salle de tennis de table et la salle de gymnastique. Donc, ça, Frédéric, je pense que c'est un gros projet que la ville a mené depuis déjà maintenant 3 ans. Et donc ça sera donc le J-300. Le J-200, on sera donc au mois de janvier. On sera l'hiver, le 14 janvier 2024. Et là, on va célébrer donc les sports de salle et notamment le handball. On va arriver au J-100 et là, on va partir sur un urban trail. Donc on va avec le club d'athlétisme et puis tous les clubs aussi de course à pied. Et on va continuer aussi le J-50 où là, on sera le 8 mai. 8 mai 2024, on sera avec le tennis, donc le tennis aux Champs-Élysées. Et le 8 mai 2024, c'est le jour où la flamme olympique va arriver à Marseille, ouais, tout à fait. de Grèce, dans le fameux Belém, le 3 mâts historique qui va amener la flamme olympique en France. Rien n'est le fruit du hasard. Non, j'ai bien compris avec vous, on a appris. Et puis après, donc, on va arriver bientôt sur ce fameux 17 juillet, sur ce fameux 2024. 17 juillet. La flamme. Vous avez la flamme pour la flamme. La flamme pour la flamme, et c'est vrai que c'est un moment, ce qui va être historique, de pouvoir s'associer aux Jeux Olympiques en accueillant la flamme. Et donc, il faut effectivement remercier le conseil départemental de l'Aisne, qui est quand même le pilote de l'opération sur l'ensemble de la journée. Et puis donc, avec cette conclusion à Saint-Quentin, où là aussi, il va falloir co-construire cette belle journée, cette belle soirée à Saint-Quentin. Et les équipes, ils y travaillent dès maintenant avec l'ensemble des services de la ville.
Finalement, l'arrivée de la flamme olympique à Saint-Quentin sera un peu la cerise sur le gâteau de tous ces jours J qui se seront démultipliés, Thomas. Ouais, complètement. Ouais, c'est vrai que franchement, c'est un vrai plaisir de pouvoir accueillir la flamme ce 17 juillet à Saint-Quentin en tant que ville-étape. Donc c'est quand même, c'est pas rien. C'est un projet qui va être de grande ampleur et puis où ça va être une belle fête populaire. On va rassembler énormément de monde et je pense que. Et puis c'est vrai qu'il faut s'imaginer. On a du mal à s'imaginer qu'on sera 9 jours de l'ouverture des Jeux. Ça veut dire que les 15 000 athlètes seront au village olympique, les 1500 journalistes seront sur le territoire. Voilà. Vous êtes en train de nous dire que tous les regards seront braqués sur Saint-Quentin. Les regards seront braqués sur Saint-Quentin et on doit donner le meilleur de nous-mêmes. On doit montrer aussi une belle image de la ville, à travers ses lieux emblématiques, à travers sa capacité d'animer. Et je pense il faut montrer que cette ville mérite d'accueillir la flamme le 17 juillet 2024. Merci Frédéric Alliot, merci Thomas Marcillac. Grâce à vous, on a déjà envie d'y être. Merci à tous. Voilà comment se conclut cette émission avec cette belle promesse en vue des Jeux Olympiques de 2024. Merci aux équipes de MaTélé, au service des sports de la ville de Saint-Quentin, à la ville de Saint-Quentin dans son ensemble et bien sûr le RCSQ pour son accueil pour cette émission. Passez de bons moments sportifs et surtout, sportez-vous bien.